Donc, bon, essentiellement, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le rang? En fait, on sait qu'il y a un rapport entre les endomorphismes et les matrices. On sait que la question du rang de la matrice était une question importante. Qu'est-ce qu'on peut dire du rang d'endomorphisme? Alors, on pourrait dans un premier temps dire, bah, on va être le rang à tout endomorphisme, on lui associe canoniquement une matrice. On va définir le rang d'endomorphisme comme étant le rang de la matrice canoniquement associée, par exemple. Alors, c'est pas le point de vue qu'on va prendre. On va prendre le point de vue plus classique sur la définition du rang, qui est la dimension de l'image, en fait, tout simplement, de l'image de U. On sait ce que c'est que l'image de U. On va voir que ça correspond aussi au rang de la matrice. Et en fait, on va un peu tout redémontrer indépendamment. On retrouvera les mêmes résultats. On aurait pu faire directement l'isomorphisme entre les deux et dire voilà, tous les résultats tombent, pouf, je fais pas de démonstration. Mais l'idée, c'est, enfin, je trouve que c'est plus important, plus intéressant pour vous, peut-être, de voir des démonstrations complémentaires qui s'éclairent mutuellement les unes les autres. Okay, donc, théorème du rang. Soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension quelconque, U un élément de L de F, on dit que U est de rang fini si l'image de U est de dimension finie. Et on appelle alors rang de U la dimension de l'image de U. Okay, donc l'image de U, je rappelle, c'est l'ensemble des U de X pour X dans E. Si X1 XP est une famille finie de vecteurs, on appelle rang de la famille X1 XP la dimension du sous-espace vectoriel engendré par X1 XP. Donc ça, c'est une définition qu'on avait déjà donnée il y a longtemps, au chapitre sur les espaces vectoriels. Soit A une matrice, on appelle rang de A la dimension de l'image de A. Voilà. On a eu aussi que ce rang, il avait eu une autre définition. C'était quand on essayait d'échelonner la matrice, c'était le nombre de lignes, enfin quand on l'échelonnait, le nombre de lignes qui restaient, ou le nombre de pivots. Okay, alors, après on avait démontré que c'était la même chose. Hein. Parce que, et on a vu aussi que c'était la taille de JR qui est la matrice semblable à la matrice équivalente à A. Alors, soit E et F, deux espaces vectoriels, U une application linéaire de dans F. Si S est un espace supplémentaire du noyau de U dans E, alors l'application U bar, ou utile, je pense que vous avez sur votre tableau, sur votre cours, qui a X associe U de X, est un isomorphisme de S sur l'image de U. Donc en fait, c'est la proposition importante, on peut presque l'appeler théorème, ce truc. D'une manière générale, à bien comprendre, le noyau et l'image sont en règle générale pas en somme directe. Jamais. Pour une raison très simple, c'est qu'a priori, votre espace vectoriel, il va de E dans F, le monde du noyau, ça se passe dans E, et le monde de l'image, ça se passe dans F. Si E et F sont des espaces différents, il n'y a aucune raison qu'on puisse les additionner, en fait. D'accord? Donc, de manière générale, ne pensez pas que l'image est en somme directe avec le noyau. C'est pas possible. Et même quand l'image et le noyau sont dans le même espace, pour des endomorphismes, c'est pas du tout assuré qu'ils soient en somme directe, tous les deux. Ok? Dans le cas des projecteurs, ça marche. Mais uniquement dans le cadre des projecteurs. Enfin, il y a d'autres choses que le cadre des projecteurs, mais pour le projecteur, ça marche. Ok? En revanche, c'est ce théorème-là qui est intéressant. Ce théorème-là, il dit quoi? Certes, l'image et le noyau ne sont pas en somme directe, mais le noyau, il est en somme directe avec quelqu'un qui est isomorphe à l'image. D'accord? Ok? Donc après, dans un deuxième temps, on étudiera les dimensions et on en étudiera le théorème du rang classique. C'est-à-dire la dimension de E égale la dimension de l'image plus la dimension du noyau. Ok? Mais c'est pas parce qu'ils sont en somme directe des larges, c'est parce que l'image est en bijection avec quelqu'un qui est en somme directe avec le noyau. Ça marche? C'est une œuvre très classique, hein, donc il faut bien avoir des idées claires là-dessus au début. Donc démonstration, donc cette démonstration est importante, elle n'est pas forcément compliquée. Elle est même assez naturelle, donc pour ça, elle n'est pas très compliquée. Donc, démonstration. Donc en fait, on suppose que S est un supplémentaire de cœur 2 dans E, donc E est égal au noyau de U. Ça existe toujours. Assurément, il existe un espace supplémentaire à noyau. Oui, Mathéo? Si E est de dimension finie. Oui, d'accord, car E est de dimension finie. Et si E n'est pas de dimension finie? Si E n'est pas de dimension finie, bah, c'est pas assuré en fait. D'accord? Donc, alors, pardon. Si E est de dimension finie, S existe toujours. S existe. Ok? Si E n'est pas de dimension finie, S n'existe pas toujours, mais dans notre théorème, notre hypothèse c'est de l'existence de S. Hein. Donc ici on dit, tiens, il existe un. On ne se pose pas la question de est-ce qu'il existe ou pas dans notre théorème. Hein. Alors, donc soit U, type, l'application de S dans image de U, qui a X associe U de X.
D'accord, alors d'abord, il faut vérifier si S est bien défini. Est-ce que S est bien défini? Autrement dit, est-ce que S de X, ça a du sens? Est-ce que utile de X, pardon, est-ce que utile est bien défini? Est-ce que utile de X, ça a du sens? Oui, parce que X, il appartient à S qui est inclus dans E, et on sait que U, ça applique sur E, donc il n'y a pas de souci. Deuxième temps, est-ce qu'on a bien un valeur dans la ligne de U? Oui, hein, donc en fait, quel que soit X appartenant à S, X appartient à E, U de X, utile de 2X égale U de X appartient à l'image de U. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, on a bien un endomorphisme utile, une application linéaire utile ici qui est bien définie. Et maintenant, on va démontrer que c'est une bijection. Alors, est-ce qu'elle est linéaire? Oui, comme U. Oui. Donc, utile de lambda x plus de mu y égale U de lambda x plus mu y égale lambda U de x plus mu U de y égale lambda utile de 2x plus mu utile de 2y. Quelle est la différence entre U et utile? C'est le fait que les lambda x et les mu y appartiennent bien au bon ensemble de démarrage. Donc ça, on prend des éléments de S. Hein. On prend x et y, un élément de S, comme élément de S. Tout va bien. Ok, donc ça, c'est pas très compliqué. Alors maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est la bijectivité. Donc on va commencer par regarder si U est injective. Alors, comment on regarde ça? Oui, On regarde le cœur de utile. voilà le noyau d'utile, donc soit x un élément du noyau d'utile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce noyau? X, il appartient à S et à cœur de U, car U de X égale 0. Mais le noyau de S, et le noyau de U, ça vaut 0. Pourquoi? Voilà, parce que tout simplement, ils sont ensemble direct. D'accord? Donc x égale 0. Donc, alors comme d'habitude, hein, ce qu'on a démontré, c'est que le noyau de U était inclus dans 0, mais comme, dans 0, mais comme le vecteur nul 0 est dans tous les espaces vectoriels, que le noyau de utile est un espace vectoriel, alors on a l'inclusion réciproque, donc je peux mettre directement l'égalité. Ça va? Donc linéaire, injective, et maintenant la surjectivité. Je vais d'écrire proprement. Utile surjective. Donc comment on va faire ça? Donc il faut créer un élément, il faut prendre un élément de l'image de U et trouver un élément de X, de S, pardon, tel que l'utile de cet élément donne l'élément en question. Donc je prends soit Y, un élément de l'image de U. Donc s'il est dans l'image de U, ça veut dire que il existe X dans E tel que Y est égal à U de X, mais E, c'est la propriété, je sais pas, pour l'instant j'ai utilisé que la somme était directe, ce que je n'ai pas encore utilisé, c'est que la somme donnait E, donc il existe X1, X2 appartenant à S3 noyau de U, tel que X égale X1 plus X2. Et alors, utile de 2x1, je ne sais pas si je la place, ouais, utile de 2x5, vous en pensez? Ça fait U de x moins x2, d'accord? C'est-à-dire U de x moins U de x2. U de x, on a dit que c'était y. U de x2, on a dit que ça valait 0 parce que x2 était dans le noyau de U. Donc ça fait y. Et donc j'ai trouvé pour y un antécédent par utile, c'est x1. Ok, donc j'ai bien utile qui est surjective. Ok, donc j'ai bien un isomorphisme entre S et l'image de U. Ça va? Donc, corollaire, presque. Sur les dimensions.
La dimension, si E est un espace vectoriel de dimension finie, F un espace vectoriel quelconque, et une application linéaire de F, alors la dimension de E est égale à la dimension du noyau de U plus la dimension de l'image de U, ou encore la dimension du noyau de U plus le rang de U. Ok, donc ce vectorème, en fait, c'est une conséquence immédiate de ce qu'on vient de démontrer. Démonstration. Alors, E est de dimension finie. Donc, il existe S inclus dans le sous-espace vectoriel de E. Tel que E est égal à S plus direct, somme directe noyau de U. D'accord? On sait que S et image de U sont isomorphes. Donc, image de U et S sont de dimension finie. Dimension finie. Avec dimension de S égale la dimension de l'image de U. D'accord? Puis, puisqu'on a la somme directe ici, on sait aussi que la dimension de E égale à la dimension de S plus la dimension du noyau de U, ce qui donne en fait la dimension de l'image de S plus la dimension du noyau de U, encore le rang de d'image de U, excusez-moi. Rang de U plus dimension du noyau de U. Ok? Voilà, c'est tout simple. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon, on va faire exactement comme pour les matrices, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, on avait dit une matrice va être inversible si et seulement si son rang vaut n, si son noyau est réduit à 0, etc. Donc là, on va voir les mêmes choses avec l'histoire des dimensions pour voir si un endomorphisme ou une application linéaire U est bijective. Donc, critère de surjection-injection, soit U une application linéaire de F. Si E est de dimension finie, alors U est de rang fini, et rang de U est plus petit que la dimension de E, avec égalité si et seulement si U est injectif. Si F est de dimension finie, alors rang de U est de dimension finie, et rang de U est plus petit que dimension de F, avec égalité si et seulement si U est surjective. Ok, fondamentalement, l'injectivité ça se passe au début, la surjectivité ça se passe à la fin, et U, l'image de U est bloquée entre les deux si vous voulez. Alors on va démontrer ça. Je vais mettre ici. Donc, alors E est de dimension finie, donc on prend U une application linéaire de E dans F. Dans les cas, E est de dimension finie. Donc on peut appliquer le théorème du rang. Théorème du rang. La dimension de E est égale à la dimension de l'image de rang de U plus la dimension de l'image de U. D'accord? Donc on a nécessairement la dimension du noyau de U, là, c'est dans. Ça appartient à quel ensemble ça? À N. Donc on a nécessairement rang de U qui est plus petit que la dimension de E, avec rang de U égale dimension de E, qui est équivalent à dire que la dimension du noyau de U égale 0, soit la même chose que de dire que le noyau de U est restreint à 0, soit la même chose que de dire que U est injective. D'accord? Donc rang de U est plus petit que dimension de E, avec égalité si et seulement si U est injective. Ça marche? Alors maintenant, si F est de dimension finie, donc on sait que l'image de U est toujours inclus dans F. D'accord? Donc ça veut dire que la dimension de l'image
de U est plus petite que la dimension de F, donc ça veut dire que le rang de U est plus petit que la dimension de F, avec égalité, si et seulement si, et bien tout simplement l'image de U égale F, et l'image de U égale F. Alors c'est bien l'équivalent, hein. Évidemment, si l'image de U égale F, le rang de U va être égal à la dimension de F. Si le rang de U est égal à la dimension de F, on sait, pour rappeler, que quand on a deux espaces vectoriels, quand on en a un qui est inclus dans l'autre, pour affirmer l'égalité, il suffit de regarder les dimensions. On n'a pas besoin de regarder l'inclusion réciproque. Dimension de U est égale à F, ça c'est la même chose que dire que U est surjectif. Ok? Alors ensuite, on essaye de tout collationner avec des espaces vectoriels de dimension égale. D'accord? Si on suppose que la dimension de F égale la dimension de E. Ça va nous donner la chose suivante, ça veut dire qu'en fait on va avoir, si dimension de F égale dimension de E, et bien quand on va avoir rang de U égale l'une ou l'autre, on va avoir ensemble tout de suite la surjectivité et l'injectivité ensemble. Et donc, si vous avez l'un, vous allez avoir l'autre. Donc vous allez avoir l'équivalence entre être injectif et être surjectif. Et donc ça serait une situation où le rang de U c'est égal à la dimension de E. Et de manière générale, ça voudrait dire que U est bijective. Ok, donc on va démontrer ça. Alors, donc on va faire des permutations, des démonstrations circulaires. Donc supposons que rang de U égale lim de E. Donc ça c'est le premier. Et donc en fait, c'est là. Si rang de U égale lim de E, c'est que là U est injectif. Donc ça implique que U est injectif. Ah non mais attendez. Est-ce que je fais des permutations circulaires de démonstration ou est-ce qu'on a directement toutes les équivalences parce que là j'ai déjà des équivalences. Peut-être que je vais gagner du temps en direct. Hein. Donc, alors on y va. Je change un petit peu mon fusil d'épaule. Donc, est-ce qu'on peut affirmer sans problème que 1 est équivalent à 2 ? Oui, c'est là. 1 est équivalent à 2. Ok ? Puis, donc c'est le théorème précédent. Ensuite, comme la dimension de f, E est égale à la dimension de f, on peut sans problème affirmer que 1 est également équivalent à 3. D'accord ? Puisque l'équivalence de 3, c'est rang de U égale dimension de f, qu'on sait égale à la dimension de E, donc ça fait 1, est équivalente à U surjectif, ça fait 3. Ok ? Alors maintenant, donc on a, par transitivité, on a 2 qui est équivalente à 3. Alors maintenant, il faudrait démontrer, je sais pas, quelqu'un est équivalent à 4. Oui. Voilà. 2 est équivalent à 3. Donc en fait, on va avoir 4 sans trop de difficulté qui implique 1. Qui implique 2, je veux dire. Et on a 2 qui est équivalent à 2 et 3 qui implique 4. Enfin, je vais mettre un équivalent d'ailleurs. Ok? Donc ça fait que 4 est équivalent à 2 par exemple. Peu importe. Ok, donc tout le monde est équivalent. Yes. Ça va? Oui, ouais. Je n'ai pas compris pourquoi 2 est équivalent à 2 et 3. Parce que 2 est équivalent à 3. Pas 1 qui est équivalent à 3. Si, mais 2 est équivalent à 1 qui est équivalent à 3. Par transitivité, tu vois c'est écrit là. Oui. Par transitivité. Alors dans la pratique, cette situation où les espaces E et F sont de même dimension, c'est très souvent des situations où les espaces E et F sont les mêmes en fait. C'est-à-dire dans l'espace où U est un endomorphisme, enfin dans les endroits où U est un endomorphisme. C'est pas toujours le cas. Hein. On a déjà vu des choses avec des polynômes qu'on maîtrise bien, un truc de Rn de x qui va dans Kn plus 1, par exemple, ça arrive. Hein. Mais c'est très souvent des endomorphismes.
Alors, si U est un isomorphisme, le rang est invariant par composition de U à droite, donc c'est-à-dire rang de V rond U égale rang de V. Si V est un isomorphisme, le rang est invariant par composition à gauche, c'est-à-dire rang de V rond U égale rang de U. Ça, c'est un peu le même théorème que celui qu'on avait vu sur les matrices. On l'a vu sur les matrices, ça déjà. Rang de AB égale rang de A, si V est inversible, etc. Alors, donc on va le démontrer avec les endomorphismes maintenant. Démonstration. Vas-y, pose ta question, Théo. Je comprends pas pourquoi le 3 équivaut F. Le 3 implique... Non. Ah, pardon. 1, 2 est équivalent à 2 et 3, et 2 et 3 sont équivalents à 4. Enfin, j'ai mis implique, mais en fait, c'était équivalent à 0. Ok. Tu as raison, le et était source de confusion. Alors, donc, on doit démontrer que si U est un isomorphisme, rang de V rond U égale rang de V. Oui. Une base de et dans chaque rang, on peut montrer que. Enfin, dans le premier cas, cette base 2 va devenir une base 2. Et donc, il ne restera plus qu'à faire rang 2. Et dans le deuxième cas, la base 2 va devenir quelque chose de dimension rang de U. Et comme V est un isomorphisme, ça va garder cette dimension. Oui. Alors, on va peut-être utiliser ça direct. Alors, tu repasses. Alors, peut-être. Enfin, par rapport à ce que tu dis, peut-être celui-ci est direct, c'est-à-dire que tu n'as pas utilisé une base, tu dis, bah, finalement, quand je compose par V, qui est un isomorphisme, finalement, j'utilise les mêmes dimensions là, donc ça veut dire que ça va coller de E à G, et je regarde U. L'image sur E dans F ou V rond U de base dans G, je reviens à la même chose. C'est vrai. Mathéo? Pour la deuxième, on travaille sur les noyaux et montrer qu'ils sont égaux. Le noyau de V rond U, c'est le même que le noyau de U, et donc partir du rang, Ouais. on a le rang qui est égal. Pour la première, on travaille sur l'image, pareil, on a qu'ils sont égales, donc on les deux rangs. Ouais. Moi j'ai plutôt pensé à un truc comme ça, oui. Gaëtan? Est-ce qu'on peut faire avec une matrice? Oui, mais on va pas le faire. Oui, on peut le faire avec des matrices. Hein. Mais l'idée c'est de ne pas refaire, enfin de ne pas aller chercher d'autres démonstrations. Ok? Mais en fait, l'idée c'est de pouvoir élargir ce qui se passe. Alors, peut-être qu'on va commencer par le deuxième, en effet, peut-être la pensée sur le noyau c'est plus simple. Donc, soit X, un élément du noyau de U. D'accord? Alors, V de U de X, vous en pensez quoi? Ça vaut 0. V de 0, ça vaut 0. Donc ça veut dire que X appartient au noyau de V rond U. Et maintenant, si X appartient au noyau de V rond U, alors, on va avoir pareil, V rond U de X égale 0. En fait, c'est ce qu'on avait fait avec la matrice. Et après, Arthur? Voilà, on compose par V-1. V-1 de V de U de X égale V-1 de 0 égale 0. Mais c'est aussi égal à U de X. D'accord? Donc X appartient au noyau de U. Donc on va avoir noyau de U égale noyau de V rond U. Alors en termes de dimension maintenant, de rang, donc le rang de U, d'après le théorème du rang, c'est la dimension de E, espace de départ. Donc rang de U égale la dimension de E moins la dimension du noyau de U, égale la dimension de E moins la dimension du noyau de V rond U, égale la dimension égale le rang de V rond U. Je rappelle que V rond U est une application de E dans quelque chose. Ok, donc ça nous donne la première implication.
Alors l'autre maintenant, donc toujours U, ce coup-ci U est un isomorphisme, à l'intérieur, on regarde le rang de verrou U par rapport au rang de V. Donc tout ça, ça se passe dans G. Soit X, un élément. Alors le plus simple, c'est, là vous voyez, il y en a un des deux qui est plus simple. Celui-ci, il est plus simple parce qu'on n'a rien utilisé comme hypothèse. C'est-à-dire le noyau de U est toujours dans le noyau de verrou U, quel que soit V, quel que soit U, toujours. L'autre application, elle a utilisé le fait que V était inversible pour s'en sortir. Donc là c'est pareil, on va avoir une inclusion des images entre verrou U et l'image de U et l'image de... Non, pardon, là. L'image de verrou U et l'image de V. D'accord? Bon, peut-être que c'est très simple. Si X appartient à l'image de verrou U, ça veut dire quoi? On va mettre Y. Si Y appartient à l'image de verrou U, ça veut dire que il existe X dans E, tel que Y est égal à V de U, enfin verrou U de X, c'est-à-dire V de U de X. Ce U de X, il appartient à G, non à F. Et donc ce Y, en fait, s'écrit comme un V de quelqu'un. Donc Y appartient à l'image de V. C'est sans conséquence, enfin sans... C'est indépendant d'hypothèses supplémentaires sur U. Ok, donc on a l'image de verrou U qui est inclus dans l'image de V. Réciproquement, maintenant, donc soit Y un élément de l'image de V, donc il existe X appartenant à Z, non, je sais pas, X appartenant à F, tel que Y est égal à V de X. D'accord? Et maintenant, je vais essayer de trouver un antécédent de X par U. U est inversible, donc ça marche. Il existe A appartenant à E, tel que X est égal à U de A. En fait, ce A, c'est U moins 1 de X. U est inversible. D'accord? Et donc, on a Y qui est égal à V de U de A, donc qui est un élément de l'image de verrou U. Bilan, l'image de verrou U égale l'image de V. Et donc si on passe aux dimensions, enfin oui, aux dimensions, c'est ça, le rang de verrou U égale le rang de V. Alors c'est intéressant cette démonstration par rapport à... Enfin, on a obtenu mieux que ce qu'on avait dit. Enfin, le théorème, il regarde les dimensions. Là, on a mieux que les dimensions, on a même carrément l'égalité des images et des noyaux. Ok? Donc peut-être que c'est plus intéressant ce qu'on a démontré que ce qu'on voulait démontrer. Alors, donc dans le cas des endomorphismes, bon, on tourne en rond, hein, c'est toujours pareil. U est une application de L2, on a rang de U égale L, U est injective, U est surjective, U est bijective, et il existe V tel que verrou U égale l'identité, U elle-même inverse à gauche, et il existe W tel que U rond W égale l'identité. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce théorème? Ah bon. Il n'y a pas écrit de démonstration? Bon, en fait, 1, 2, 3, 4, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais dans le cas où F égale E, donc dimension de E égale dimension de F, donc en fait, c'est l'application de tout à l'heure. Alors 5 et 6, quelle est la différence? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on sait que si U est bijective, il existe un inverse à droite et à gauche. D'accord? Donc notre enjeu ici, le seul truc qui est un petit peu difficile, c'est l'existence d'un inverse à gauche est suffisante pour affirmer que U est bijective. D'accord? Alors pourquoi est-ce que l'existence d'un inverse à gauche est suffisante pour affirmer que U est bijective? Oui, Alexandre. Je pense que ça nous permet de dire, par exemple, que U est surjective. Oui. Parce que si U n'est pas surjective, la dimension de l'image de U ne serait pas la dimension de E, et donc la dimension de l'image de V rond U ne pourrait pas être la dimension de 2, ce qui veut dire que le V rond U ne pourrait pas être l'identité de E. Oui. Alors je vais pas le dire comme ça aussi, mais c'est ça l'idée. C'est un truc qu'on avait déjà dit, c'est que, en fait, vous vous rappelez, c'est quand on avait fait, on avait pris l'application qui a un polynôme associé à sa dérivée,
et une application qui a un polynôme associé, une primitive qui s'annule en 0, la primitive qui s'annule en 0. On avait vu que D rond I donnait l'identité, mais que I rond D ne donnait pas l'identité. En fait, ce qu'on avait, c'est qu'il y en avait... La première était injective et la deuxième, elle était surjective, mais on ne pouvait pas voir l'inverse. En fait, la réalité, c'est que quand vous avez une seule implication comme ça, vous avez assurément la surjectivité de l'un et l'injectivité de l'autre. Voilà. Et en fait, comme ici l'injectivité nous donne la bijectivité, ça nous donnera la bijectivité. Et là, U, celui qui est surjectif, ça nous donnera la bijectivité. Donc on va rappeler ça tout simplement. Donc démonstration. Donc, alors 1, 2, 3, 4 sont équivalents. 3, 4, déjà vu. Et puis on sait aussi que 4 implique 5 et 4 implique 6. D'accord? Ça, c'est évident, enfin on le sait tout le temps. Alors, donc nous, on va essayer de montrer que... On va regarder ce que 5 implique. Donc supposons 5, c'est-à-dire il existe V tel que V rond U égale l'identité. Donc, alors ça, est-ce que ça applique que U est surjective ou U est injective? Bon, le plus simple, c'est de dire, tiens, je vais regarder un élément du noyau de U. Donc ça fait U de X égale 0. Donc V de U de X égale V de 0 égale 0. Mais c'est l'identité, donc c'est X. Donc X égale 0. Donc U est injective. Donc ça, c'est l'intérieur, en fait. L'intérieur, c'est l'injectivité. Alors, si X appartient au noyau de U, on va avoir X égale l'identité de X égale V de U de X égale V de 0 égale 0. Donc X égale 0. Ok, donc U est injective. Donc U injective. Donc on en déduit de tout cela que, en fait, on a montré que 5 impliquait 2, qui évidemment implique 4. Ok? Et maintenant, on va regarder 6. Donc, supposons il existe W, donc linéaire, tel que U rond W égale l'identité. Donc, soit Y, un élément de F, je ne sais pas c'est quoi, non de E. Y est égal à l'identité de Y, est égal à U de W de Y. Parce que là, si vous voulez, on peut appeler B, égale U de B. Donc pour Y, il existe un élément de U de B, il existe un élément B tel que U de B égale Y. Donc on en a, donc quel que soit Y appartenant à E, il existe B appartenant à E tel que U de B égale Y, c'est-à-dire U est surjective. Donc on a 5 implique 3 qui implique 4. Ok, et on a tout démontré. Ça va? Alors, propriété du rang d'une matrice. Donc on revient sur la question des matrices. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Pardon. Des propriétés de rang d'une application linéaire, on déduit des nouvelles propriétés pour les rangs d'une matrice, en particulier des majorants, des minorants. Le théorème du rang matriciel, donc si A est une application est une matrice de P ligne à N colonne, dimension du noyau de A plus la dimension du rang de A plus la dimension du match de A, le rang de A est égal à N, c'est-à-dire le nombre de colonnes, c'est-à-dire la taille de l'espace de départ, où on applique la matrice A, on applique l'endroit canoniquement associé à A. Ok? Bon, ça on le connaissait déjà de toute manière. Ok, on l'avait déjà démontré, indépendamment. Soit A, une application de MNP de K, alors le rang de A est plus petit que le min de M et de P. Est-ce qu'on le savait, ça? Oui, on le savait aussi, de toute manière. Son rang, d'ailleurs, le rang il est plus petit que le nombre de colonnes, c'est l'espace vecteur, je ne parle des colonnes, donc il est plus petit que les colonnes, donc plus petit que N. Pourquoi
P, le type P, bah, on avait vu que c'était aussi le rang, c'était le nombre de pivots non nuls quand on échelonne, donc on ne peut pas dépasser la taille de nombre de lignes. Ok. Mais aussi, c'est, tout à l'heure, rang de A, c'est aussi rang de U si vous voulez, et on a vu que rang de U, il était plus petit que la dimension de E et la dimension de F, avec égalité si et seulement si injective ici ou surjective ici. Donc j'avance, toujours la même chose. Les propositions suivantes sont déjà connues, mais leurs interprétations sont nouvelles, à partir des applications linéaires. Donc, A est inversible si et seulement si rang de A égale M. Oui, bah c'est A est inversible si et seulement si l'application canoniquement associée est inversible, c'est-à-dire si son rang égale M. Voilà. Et puis ce qu'on a démontré là, qu'on avait vu au programme de Cole, si U est inversible et V est inversible, alors rang de A égale rang de UA égale rang de AV. Avec la condition que donc soit inversible, donc c'est des matrices carrées, U et V. Et comme A est une matrice rectangulaire, il faut évidemment que ce soit compatible. Donc le nombre de lignes de A doit être égal au nombre de colonnes de U. Comme elle est carrée, c'est aussi égal au nombre de lignes de U. Et le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de V. Comme elle est carrée, c'est aussi le nombre de colonnes de V. Okay. Remarque, nouvelle formulation, je ne sais pas c'est quoi ça. Pour le reste, voir le cours sur le rang du matrice. Okay. Bon. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Alors il est quelle heure? Il est midi, c'est ça? Alors on va corriger... quoi? Ah mais je vais mettre des trucs ici, ça. Ah c'est là. 512 pour demain. On va commencer le chapitre, enfin ce bout-là, hein, parce que mercredi c'est que 2 heures maintenant, donc il ne faut pas trop traîner. On va faire une pause en corrigeant l'exercice que vous allez faire pour aujourd'hui. Vous avez un exo dans la pour aujourd'hui? 2. Donc, c'est parti. Axel. Tu corriges ce que tu veux.